D'accord. Donc, j'accepte ceux qui sont en train d'attendre. D'accord. Oui. Euh, si je vous partage, par exemple, ça, vous pouvez regarder un peu pour vous dire que même pour les Français, le français n'est pas vraiment une langue pour tous les Français, en fait. Regardez, juste, je vais vous montrer un peu, mais vous trouvez juste euh, c'est-à-dire, vous rappelez le corbeau et le renard, la fable de Jean de La Fontaine. Non. En principe, vous l'avez étudié, hein, c'est-à-dire euh, ce corbeau qui a trouvé un morceau de fromage et il est allé le manger, il était perché sur un arbre, et le renard qui a trouvé une Ah, astuce. monsieur, oui, 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 oui. Oui, je suis sûr que soit vous l'avez vu en arabe, soit en français, Et mais en arabe, monsieur, oui, en arabe. peu importe, peu importe. Mais là, je vous ai partagé cette fable avec la langue, c'est-à-dire avec un dialecte. Vous connaissez le mot dialecte, Oui. c'est-à-dire une façon de parler qui n'est pas, par exemple, le dialecte normand, c'est-à-dire ceux qui se trouvent et qui vivent dans cette partie de la France, dans le nord ouest de la France, ils parlent de cette manière-là. C'est-à-dire, j'ai partagé tout à l'heure dans votre espace de Google Classroom un exemple. Comment cet homme parlait avec le dialecte normand. Là, c'est un dialecte alsacien. Est-ce que vous voyez l'écran? Oui. Vous pouvez Vidéo sur oui, YouTube. écouter, oui, je vous laisse L'alsacien, écouter. langue essentiellement orale et de moins en moins parlée, mais Est-ce que vous pouvez vous écouter Oui, comme ça? écoutez. Oui, oui. Donc, vous allez juste écouter un petit moment, ensuite on revient à notre travail. comment s'exprimer D'accord. à l'écrit? Depuis une vingtaine d'années, des initiatives sont menées pour lui donner plus de place dans notre espace public. Est-ce suffisant? Élément de réponse à Mulhouse avec Stéphane Gaudry et Karine Fex. À Mulhouse, c'est écrit à l'entrée de la ville, on parle alsacien. Est-ce que vous connaissez l'Alsace et la Lorraine, en fait? Non. En principe, Pourquoi? ceux qui, c'est-à-dire des étudiants qui ont fait bac lettres, en principe, on a étudié en histoire à un certain moment comment ces deux régions euh, qui sont du côté de l'Allemagne, comment ils étaient annexés à l'Allemagne, et puis à un certain moment, ils sont revenus ou elles sont revenues à la France. Donc, c'est Euh, une région du côté, c'est-à-dire française, mais dans le nord-est de la France, proche de l'Allemagne. Et là, on parlait une langue qui est très proche de l'allemand. Écoutez. mhm. On le parle, oui, mais pour l'écrire, sorti de la gastronomie, c'est plus compliqué. Il y a 30 ans, le maire de Mulhouse, Jean-Marie Bockel, dévoilait la première plaque de rue bilingue d'Alsace. Depuis, 300 rues ont été rebaptisées et le centre-ville se vit en français et en alsacien. Sicus, Goss, Rotus, Plotz, Wildemans, Goss. Des noms qui sont une traduction littérale du français ou une émanation du patrimoine local. Le nom en alsacien reflète toujours un élément patrimonial, linguistique, historique, anecdotique, toponymique de Mulhouse. C'est le cas par exemple de la Fréchewaid, puisque c'était un lieu dit, car à cet endroit il y avait une mare aux grenouilles. Et des plaques de rue, l'alsacien glisse petit à petit dans d'autres espaces, notamment dans la communication de la municipalité. D'accord, je vais arrêter parce que si vous voulez, vous pouvez regarder vous-même. Parce que là, on n'a pas vraiment le temps de tout voir. Mais juste pour vous montrer que le français, lorsqu'on a, où est-ce qu'elle est la diapo? Lorsqu'il dit une minorité, et voilà, vous voyez pourquoi j'ai ouvert cette petite parenthèse et pourquoi j'ai encore posté, Oui. oui. Donc il dit une époque où trois, quatre des Français ne parlent pas français. Et ces langues régionales, tout d'abord, à un certain moment, on a imposé en quelque sorte le français comme langue du pays, Mhm. langue officielle, langue de tous les Français. Mais les langues régionales sont toujours là. Et là, on vient de voir juste un instant comment, dans cette région de la France, ils veulent garder cette particularité de la façon de parler, même une langue, bon, française, d'accord, mais très imprégnée de la langue allemande
Il y a même des mots que vous ne comprenez pas sans faire la traduction en français courant. Est-ce que c'est clair? Bon, on a fini maintenant avec ce point. On passe à méthode directe. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Allez-y. Qui était en train de lire tout à l'heure? Allez-y. Méthode Méthode directe. directe. Ouais. Enseigner une langue dans cette langue en rejetant celle de l'apprenant, parler, répondre avec cette langue. Je vous rappelle encore une fois que vous devez prendre note. Et je vous rappelle encore une fois que les notes que vous prenez, vous devez les mettre dans votre espace sur Google Docs. Et je Mhm. vérifie ce que vous allez poster. C'est clair? Oui. Oui. D'accord. Donc là, vous devez prendre note de cette idée aussi. C'est-à-dire, avant, on parlait, par exemple, pour étudier le français, on recourt au latin, par exemple. On traduit des mots du latin. On essaie d'analyser les règles et les structures de la langue latine pour revenir au français. Là, on plonge directement dans la langue à apprendre. C'est-à-dire, on parle et on répond avec cette langue. C'est ce qu'on appelle une sorte d'immersion. C'est comme quelqu'un qui va plonger dans cette langue. S'il ne trouve même pas, par exemple, s'il ne trouve pas un mot, il peut utiliser, par exemple, une image, une photo, il peut utiliser les gestes, mais jamais il ne recourt à une autre langue. C'est-à-dire, on apprend cette langue avec ses structures, avec elle-même, tout simplement. Je vous rappelle que nous, je parle de ma génération, c'est-à-dire lorsqu'on était au primaire dans les années 70, on travaillait avec cette méthode. C'est-à-dire nos instituteurs ne parlaient pas arabe parce qu'on peut, en apprenant le français, on peut utiliser la langue arabe. À mon époque, on ne l'utilisait pas du tout. C'est-à-dire on parlait seulement en français, on expliquait avec des gestes, on expliquait avec des figurines, avec des déplacements, mais jamais on ne parle une autre langue que la langue qu'on apprend. C'est ce qu'on appelle une méthode directe. Bon, le dernier point, qui veut le lire? Après la guerre de 1914-1918, on a généralisé ce principe aux autres langues étrangères. D'accord. Donc là, avant, on parlait du français, et puis on commence à faire la même chose pour les autres langues. C'est-à-dire un Français qui va apprendre, par exemple, la langue allemande, et il ne va pas utiliser parfois la traduction ou parfois la comparaison entre français et allemand, mais c'est-à-dire l'enseignant parle seulement la langue allemande et l'apprenant, petit à petit, il va l'apprendre. 14-18, c'est quelle époque là? Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Une guerre, par exemple? La Première Guerre mondiale. La première. Donc, c'est la Première Guerre mondiale. D'accord. Si on passe maintenant, pardon, on passe à diapo. Voilà. Mhm. Donc là, encore une explication de ce qu'on appelle une méthode ou méthodologie directe. D'accord. Qui veut lire? Réduire la méthode grammaire-traduction. D'accord. Attends. Réduire, ça ne veut pas dire exclure. C'est-à-dire, on va d'ailleurs, c'est-à-dire, on va parler, c'est-à-dire, par exemple, si vous êtes tunisien et vous voulez apprendre la langue française, Mhm. vous allez parler en français, tout simplement. Mais ça n'empêche pas que parfois on peut, si on a, par exemple, une équivalence ou quelque chose qui se ressemble entre deux structures grammaticales, entre le système français et l'arabe, on peut y recourir. Mais comme ici, comme ce qu'il vient de dire, on a réduit beaucoup. D'accord, hein? Oui. Émergence. Émergence de la notion de langue vivante. À partir de cette époque, on a commencé à l'utiliser. Comment vous comprenez le mot langue vivante? Euh, C'est-à-dire pour vous, qu'est-ce que signifie langue vivante? C'est la hmm, langue courante. Oui? Mais allez-y, allez-y. Essayez. Est-ce que c'est la langue? Est-ce que c'est la langue courante qu'on utilise fréquemment? Courante, mais tout simplement, je vais récupérer le mot utilise. Une langue vivante, c'est une langue qu'on utilise. Par contre, une langue morte, c'est-à-dire une langue on n'utilise pas. elle a été utilisée, mais à un certain moment, Mhm.
l'utilise plus. C'est ça, tout simplement, la différence entre langue vivante et langue morte. Par exemple, si dans notre pays, au lieu de dire, par exemple, ça c'est une langue privilégiée, ça c'est une langue seconde, ça c'est une langue étrangère, Mhm. pourquoi ne pas parler tout d'abord de langue maternelle, qui est notre... Oui. Mhm. Mhm. Bon, le problème, c'est que nous, on a l'arabe et on a aussi le dialecte, le derge. C'est-à-dire, Oui. c'est très proche parfois. Parfois, c'est très proche, mais disons, c'est une langue maternelle, l'une ou l'autre. Mais à côté de Mhm. ça, on a d'autres langues, des langues vivantes parce qu'elles sont présentes. Et d'ailleurs, votre camarade, j'ai oublié qu'il a dit tout simplement, elle a parlé de l'usage, d'utilisation. À partir du Oui. moment où vous trouvez quelqu'un, une communauté qui l'utilise, alors elle est vivante. Une langue comme la langue, par exemple, berbère, je ne sais pas, mais ça doit être l'affaire de linguistes qui peuvent. Vous connaissez la langue berbère? Oui. C'est-à-dire, si vous trouvez, par exemple, dans notre pays, même des gens ou même une petite minorité qui parle cette langue, ça signifie que cette langue est encore vivante. Si vous trouvez même des traces de cette langue, ça signifie qu'elle est encore là, même si on ne la parle pas. Mais ça, c'est en quelque sorte, c'est le travail du linguiste. Si vous allez, par exemple, à côté de nous, en Algérie, vous trouvez, par exemple, cette langue qui est toujours là. Vous trouvez les gens qui l'utilisent. Et vous allez avoir besoin d'un traducteur pour comprendre ce qu'il dit. Si vous allez, par exemple, nous, est-ce qu'il y a, en fait, est-ce qu'on a avec nous, Masha'Allah, est-ce qu'elle est là? Non. Malheureusement. Non. Mais Oui. à côté d'elle, c'est-à-dire un poseur, c'est ça. Je me rappelle, il y a quelques années, euh, dans le lycée, on a fait c'est-à-dire un voyage, euh, bien sûr pour les élèves, ils étaient accompagnés de professeurs et de surveillants. Ils sont allés à beaucoup de places, y compris Tozeur. Et le surveillant me raconte que à un certain moment, il s'approchait de petits enfants et ils ont commencé à parler une langue qu'ils ne comprennent pas. C'est-à-dire, c'est pour vous dire que même dans notre région à nous, dans notre milieu, on a des langues, on n'a pas seulement une langue. Donc là, pa- à partir du moment où quelqu'un l'utilise, alors elle vit. Est-ce que vous comprenez maintenant ce que ça veut dire une langue vivante? Bon, Oui, oui. pour ne pas ouvrir de parenthèses et perdre beaucoup de temps. D'accord. Troisième point. Objectifs grammaticaux. On commence à privilégier la pratique proche de celle de la LM. C'est-à-dire la langue maternelle. Elle aime les langues. Ah, la langue maternelle, Donc là, oui. on parle un peu de la grammaire, c'est-à-dire avec les méthodes directes, on choisit beaucoup plus des pratiques qui sont presque dans la langue maternelle. C'est-à-dire Mhm. on utilise la langue où on étudie la grammaire, pourquoi et qu'est-ce qu'on va étudier. Et c'est calqué en quelque sorte sur la langue maternelle. D'accord. Oui. Déduire la langue, c'est pratique à partir des tâtonnements D'accord. sur le tas dans des situations qui impliquent l'apprenant, pas besoin d'être conscient des règles et d'écrire. Mhm. Donc, À partir des années, lorsqu'il dit déduire, c'est-à-dire une sorte de déduction. Vous connaissez le terme de ça, c'est un autre, par exemple, lorsqu'on parle de la grammaire, on parle parfois d'une approche déductive. C'est-à-dire, on va voir quelqu'un qui parle, on l'écoute et on va en quelque sorte retenir une règle. On va voir, on va imiter ce qu'il fait. C'est ça la déduction. Donc, une approche oui. déductive, c'est-à-dire on commence tout d'abord, et là, il ne le dit pas, mais ça commence, bien sûr, il parle de l'écrit, pardon, mais c'est aussi fondé sur l'oral. C'est-à-dire, vous entendez quelqu'un qui parle et vous allez comprendre comment il structure la phrase, quels sont les mots qu'il utilise pour parler de ceci ou de cela, comment il utilise qu'est-ce qu'il utilise pour décrire, et ainsi de suite. C'est ça la déduction. Mhm. Donc, les pratiques, la langue, à partir du tâtonnement. C'est-à-dire quelqu'un, vous connaissez le mot tâtonnement, il vous rappelle Thorndike, par exemple. Vous l'avez vu.
c'est-à-dire un apprentissage avec essai et erreur. Ah, oui. Vous vous rappelez ou non? Lorsque Oui. Thorndike, parfois vous trouvez Thorndike. C'est-à-dire apprendre par les erreurs, tout simplement. Oui. Qu'est-ce qu'il veut dire ici par tâtonnement? Tâtonner, c'est dans le sens de essayer. Essayer une fois, vous n'allez pas réussir. Vous allez essayer encore une fois, vous allez peut-être mal prononcer. Vous allez réussir encore, et petit à petit, vous allez réussir et vous allez garder l'apprentissage correct Améliorer. sur le tas, Oui. c'est-à-dire lorsque vous pratiquez dans des situations qui impliquent l'apprenant. Voilà un autre. Tout d'abord, vous avez le mot situation, c'est-à-dire on met l'apprenant dans une situation et la situation va le mettre dans le besoin de parler, dans le besoin de recourir à telle ou telle règle, d'essayer de la décrire pour la comprendre, comment elle fonctionne, etc. Bon, passons. Mhm. Il faut prendre note, s'il vous plaît, hein. Vous prenez À note. partir des années 50-60, beaucoup de recherches en didactique, en pédagogie, comme celle de Frané. Freinet. Donc, Célestin Freinet, c'est un Français qui a en quelque sorte initié une sorte d'école un peu ouverte. C'est-à-dire, au lieu c'est-à-dire de faire toujours la même chose, au lieu de travailler derrière les murs en quelque sorte, il a essayé d'ouvrir, par exemple, l'école à d'autres contextes, à d'autres institutions. C'est lui qui a initié, par exemple, les sorties, les rencontres entre les écoles, les échanges, les enquêtes, etc. Mhm. Cette diapo se poursuit, hein. Donc, Ouais. non, on passe à, c'est-à-dire on s'est arrêté à freiner, mais lorsque vous tapez sur Internet, par exemple, pour parler de l'école nouvelle de Freinet, Célestin Freinet, vous allez découvrir beaucoup de choses. Et vous allez voir Mhm. à quel point il a essayé de libérer l'école, faire en sorte que l'école soit, au lieu d'un espace clos, euh, soit vraiment un espace d'ouverture, d'échange. L'élève qui fait des sorties, comme je viens de vous le dire, qui est vraiment actif. Et avec Freinet, on commence à compter beaucoup sur la créativité des élèves, tout simplement. Bon, passons maintenant à la septième diapo. Oui, quelqu'un d'autre pour lire, hein. En fait, je ne sais pas combien de participants. Voilà, toujours les sept, seulement sept qui sont là, hein. Je me demande où sont les autres. Ils sont en train de dormir, c'est ça? Monsieur, je suis avec ma binôme Wafa Chatbri. D'accord, d'accord. Parce qu'elle c'est-à-dire, elle est là, mais en fait, Oui, bonjour, monsieur. bonjour. C'est-à-dire, je vois une connexion une seule étudiante. Oui, Oui, d'un seul téléphone. Hein. Ismine Amar et Wafa Chatbri. D'accord, Dans le même téléphone, oui. d'accord. Alors, est-ce qu'elle peut lire? Oui, Là, modèle bien favorisé. oui, voilà. L'apprentissage a un comportement sobérant grâce à conditionnellement l'influence de... C'est ça. Oui, oui, monsieur. Est-ce qu'elle ne parle pas, votre camarade qui est là? Ben, d'accord, je passe. Poursuis, poursuis. Mais l'influence de Pavlov et le concept de réflexe est Pavlov, un centre de... Pavlov, Pavlov. un- Pavlov et le concept de réflexe est au centre des innovations. Innovation. Innovations. Est-ce que vous avez une idée sur le behaviorisme? Oui. Oui, monsieur. Alors, je dois savoir, je dois connaître euh, c'est-à-dire ces prérequis en quelque sorte. Parce que vous avez déjà, si vous le savez, pourquoi est-ce que je reprends? Il ne faut pas oublier qu'on est en train de revoir ces méthodes et ces approches, mais on est en train de voir la présence de l'oral dans tout ceci. Alors, tout d'abord, behaviorisme, qu'est-ce que ça signifie pour vous? C'est le changement de comportement Donc, le mot comportement, d'accord. Oui, des élèves. Hein? des élèves, oui. Changement de comportement des élèves. Hein? Comment il change? Parce que lorsque vous parlez, alors, je vous rappelle que ça, c'est un courant dans une autre discipline. Vous parlez de la psychologie ici, oui ou non?
mais il y a des retombées sur l'apprentissage. Oui. Comme dans le comportement, en fait. Comportement de qui ici? De l'élève, n'est-ce pas? De l'élève, monsieur. D'accord. Et l'élève, lorsque vous allez le mettre en situation d'apprentissage, c'est-à-dire il Oui. passe c'est-à-dire vous allez le mettre dans une situation, à la fin de cette situation, à la fin de ce conditionnement en quelque sorte, et il faut qu'il y ait quelque chose qui va changer, qui change, oui ou non, dans son Oui. comportement, dans ses connaissances, dans ses gestes parfois. Et ça va changer en fonction de quoi? Comment vous comprenez le mot conditionnement ici? En fait, est-ce qu'on vous a parlé de l'expérience de Pavlov? Oui. Vous connaissez l'expérience avec le chien. Oui, Oui. Est-ce que quand vous pouvez me la décrire de façon courte? oui, Allez-y. oui. Allez-y, je vous Monsieur le écoute. français. Quelle est cette expérience réalisée par Pavlov? Euh, lorsqu'il met le met- Attends, monsieur. D'accord, mais ce n'est pas un problème. Mais pourquoi est-ce que les autres ne participent pas? Pourquoi est-ce que je vois... On a parlé tout à l'heure de l'oral. Vous vous rappelez, je veux dire la note de l'oral. Je vois tout le temps votre amie Yasmine qui parle. Oui ou non? Oui. C'est elle qui va me répondre. Voilà. Non. Lorsqu'il met pour le C'est chien la nourriture pour qu'il mange, il, en hein, même temps, il fait une un cloche. bruit oui, Bruit de cloche. à chaque, oui. Donc, le chien connaît, lorsqu'il écoute ce bruit, il connaît qu'il va manger. Donc ça, c'est le conditionnement. Oui. Hein. Et puis, par la suite. Par la suite, un jour qui fait le bruit et ne lui donne pas la nourriture. Et je suis encore là. Le chien faire une réaction sur la bouche. Donc, je retiens le mot réaction. C'est-à-dire, tu n'as pas décrit toute l'expérience, mais c'est ça, en fait. C'est-à-dire, il commence par... C'était une expérience, n'est-ce pas? Oui, Une expérience pour voir le comportement de ce chien. oui, oui. Lorsqu'on dit comportement, c'est pas seulement pour l'humain, hein. C'est-à-dire comment se comporte le chien dans cette situation ou bien ou dans une telle condition. La condition, elle est la suivante, c'est-à-dire il a pris en quelque sorte l'habitude et lorsque vous parlez de behaviorisme, vous ne devez pas oublier cette notion fondamentale, ce qu'on appelle l'habitus, c'est-à-dire Mhm. l'habitude. On habitue quelqu'un à quelque chose et bien sûr, il va vivre ainsi. Cela signifie que lorsqu'on change d'habitude, il y a beaucoup d'autres choses qui vont changer. D'accord. Donc, quelle est cette expérience? C'est-à-dire, il va vers le chien et il lui donne de la viande. Mhm. Et il répète ça plusieurs fois. Ensuite, il a pris la cloche, c'est-à-dire avant d'aller au chien pour lui donner cette nourriture, il Sans sonne donner. avec cette cloche. Et il répète ça. Je vous rappelle que peut-être le maître mot ici, c'est la répétition. Parce que lorsque Mhm. vous parlez de behaviorisme, vous ne devez pas omettre que le mot répétition, ou c'est un concept, tout simplement. Il est à la base du behaviorisme. D'accord. Oui, Donc, il répète beaucoup de fois. Ensuite, à un certain plusieurs. moment, avant d'aller, c'est-à-dire lui, il commence à faire bouger la cloche, c'est-à-dire Oui, sans donner la viande. voilà, le chien, avant même de lui donner de la viande, hein, c'est-à-dire lorsqu'il sonne la cloche, quel est le... Normalement, oui, Oui, le chien, il commence à saliver. Vous connaissez la salive oui, oui. qui sort de sa bouche. C'est ça, en fait, le conditionnement. Le conditionnement, c'était sonner. Ça, c'est un stimulus. Vous avez vu, je suis sûr que vous avez vu le mot stimulus. Et Mhm. lorsque vous parlez de comportement, on parle de réponse. Oui ou non? Oui, oui. Oui. En fait, vous avez vu ça en quelle matière? Dans quelle matière?
Psychologie. Théorie d'apprentissage. D'accord. Donc, Bienvenue. pourquoi ne pas exploiter? Hein? J'ai pas entendu. Oui, parce qu'on a L'année dernière, on a vu cette expérience en psychologie. Et cette année, on a vu, comme a dit mon ami, oui, théorie d'apprentissage. oui, mais ce que je vous dis, c'est tout simplement, puisque vous le savez, il faut exploiter vos connaissances pour mieux comprendre les répercussions lorsqu'on apprend une langue, tout simplement. Bon, Mhm. c'est-à-dire lorsqu'on parle de stimulus ici, c'est par exemple, si on revient en quelque sorte à Pavlov, c'est le fait de sonner Oui. Mhm. avec la cloche. La réponse, c'est la salive qui descend. Donc là, on a retenu tout simplement, c'est lorsqu'on met l'élève dans un conditionnement ou dans une situation qui est propre à lui, à le faire apprendre, il apprend. C'est-à-dire ce qu'on attend de lui, par exemple, apprendre une langue et par la répétition, etc. Donc, il suffit de le mettre dans un état où il va recevoir un stimulus. Par exemple, ça peut être un support, ça peut être une chanson, mais ça peut être n'importe quel stimulus, hein. L'essentiel, c'est, euh, quelque chose qui va déclencher une réaction chez lui, parce que c'est une question de réaction. La réaction, lorsqu'on parle d'apprentissage en enseignement de langue, c'est euh, s'approprier quelque chose de nouveau, modifier une connaissance qu'on a déjà. Tout simplement, c'est ça en fait le conditionnement. Vous voyez le mot réflexe, bon, encore une fois, 10 minutes. D'accord. Donc, vous voyez le mot ici, concept de réflexe, au centre des innovations. Donc, le mot réflexe, c'est la Oui. réponse, tout simplement. Et la réponse, si elle est bonne, positive, c'est bon. Si elle est négative, on va recourir à ce qu'on appelle le renforcement. C'est-à-dire, Mhm. par exemple, vous pouvez, c'est-à-dire, et c'est ce qu'on a vécu, nous, hein, lorsqu'on n'apprenait pas, on nous infligeait une punition, par exemple. Par exemple, je me rappelle lorsque j'étais élève, lorsque on faisait une bêtise, bon, lorsqu'on n'apprenait pas, par exemple, par cœur une dictée, par exemple, ou bien une Mhm. autodictée, on nous dit, vous allez je crois, on l'a fait jusqu'à maintenant, hein, mais maintenant, Punition. Ah, اختي monsieur. oui, c'est-à-dire, vous allez écrire une dizaine ou une Mhm. pas, centaine de fois, etc. C'est une sorte de renforcement parce que le but, c'est pas punir, mais empêcher, D'apprendre. Oui, hein, d'apprendre. oui, c'est-à-dire empêcher que le comportement se répète, c'est-à-dire on va pas refaire la même chose et tout simplement on pense que cela aide à apprendre. Voilà. Je me rappelle qu'on a vécu avec ça. Bon, si on passe à la Oui. deuxième, donc là, on explique encore ce modèle, hein. Allez-y. Quelqu'un d'autre doit lire, hein, à part votre ami Esmi. Apprendre s'opère par des automatismes Mhm. qu'on conditionne. Répéter plusieurs fois la notion de structure en linguistique américaine est à la base de ce choix didactique. Donc là, c'est encore une donnée historique. Je vous rappelle que dans les années 40, les années 50, l'armée américaine avait besoin de recrues. Vous connaissez le terme de recrues. C'est-à-dire on avait Non? besoin en quelque sorte, c'est-à-dire de soldats, beaucoup de soldats, parce que Mhm. ils avaient besoin un grand nombre de soldats qui vont combattre à côté d'eux. Alors, il y avait beaucoup c'est-à-dire de soldats, mais qui ne parlent pas l'anglais. Alors, on a recours à ce modèle, le modèle behaviorisme, pour les apprendre ou leur faire apprendre rapidement de manière efficace. Par exemple, euh, on répétait, donc là, vous voyez le mot automatisme, c'est-à-dire Oui, quelque chose qui va être automatique chez eux. automatique. Donc, lorsqu'on met devant un nombre de soldats qui vont apprendre l'anglais, par exemple, Mhm. surtout l'anglais américain, lorsqu'on leur montre une bouteille, et ils Mhm. regardent, ils sont en train de voir la bouteille, on leur dit This is a bottle. C'est ça, en fait, j'ai une prononciation correcte ou non? Oui, oui. D'accord. C'est-à-dire, on dit ça, c'est une bouteille. Ça, c'est une bouteille. Et on répète à plusieurs fois.
Je vous ai dit tout à l'heure, répéter, c'est ce qui est à la base. Ils vont acquérir Oui, ce qu'on appelle ces automatismes et ils vont acquérir en quelque sorte ou s'approprier la langue et ses structures juste en répétant, en imitant celui qui parle. Est-ce que oui, c'est clair? Et je vous rappelle que oui. ce modèle a vraiment été fructueux, c'est-à-dire beaucoup ont appris la langue avec ce qu'on appelle les drills ou les drills. Je vais mettre le mot, vous pouvez peut-être le chercher. Voilà, je crois que c'est comme ça. Euh, on va peut- En anglais, oui, je crois que c'est un mot en anglais. Mais attendez, juste, je vais vérifier. Euh, Parfois, on vous dit quelle est l'origine de ce mot, l'étymologie. Juste un mot. Voilà. hum, C'est prussienne, de méthode dressage intensif. Une de définition dressage. de Larousse. Donc, méthode de dressage intensif et mécanique des recrues. Voilà. C'est ce que je Mhm, viens de voir une fois sur le terme structurel. Et, parce que derrière, il y a toute une grammaire et une théorie d'apprentissage, justement, qu'on l'appelle structural. Et le structuralisme. Attendez. Donc, exercice structureux utilisé dans l'apprentissage des langues étrangères. C'est-à-dire, on recourt à des structures, à des langues, et on reprend tout simplement ce qu'on doit répéter ou euh, les, ce que l'élève, celui qui apprend, répète pour apprendre, tout simplement. C'est bon, vous avez noté. oui, D'accord. oui, monsieur. Passons à l'autre idée. Une logique Une d'apprentissage. logique d'apprentissage, D'accord. oui, une logique d'apprentissage un peu artificielle, éloignée de la communication réelle. D'accord. Donc, juste un petit conseil pour votre ami Rim. C'était toi qui. Oui, D'accord. Donc là, une lecture correcte, c'est-à-dire je vais juste à la volée comme ça évaluer ta façon de lire. Donc, c'est une bonne lecture. Et une lecture un peu rapide, un rythme un peu. Mais lorsque tu vas être avec tes élèves, je te conseille de ne pas le faire. Pas à pas. Est-ce que tu as compris, d'accord. hein? Oui, oui, j'ai compris, merci. Donc là, entre nous, bon, on peut te suivre sans problème, etc. Si tu vas travailler avec des Français, peut-être c'est très bien. On va apprécier ce rythme. Mais là, je te vois dans la classe. Si tu vas Mhm. parler comme ça, on ne va pas vraiment te suivre. Donc, euh, tu peux laisser cette façon de lire pour d'autres contextes, par exemple. Là, j'ai dit, dans notre contexte ici, c'est bon. Mais dans la classe, surtout lorsque tu vas Mhm. avoir des classes, par exemple, où ils vont commencer, et d'ailleurs, vous savez que euh, on commence avec la deuxième ou troisième maintenant, au primaire, pour le français. Deuxième, Euh, monsieur, deuxième. Deuxième année primaire, je pense. Deuxième année, Oui, Oui, monsieur. d'accord. Donc, toute une année où ils n'écrivent rien. Vous le savez, ça Mhm. ou non? C'est-à-dire, Oui, oui. oui, oui. lorsqu'on parle de l'oral, il est là, en fait. C'est-à-dire, il va être là comme objet d'enseignement et non pas un outil. Mais cet Mhm, objet va être aussi réalisé avec lui-même, avec l'oral, avec les structures de la langue oralement, etc. C'est-à-dire, vous allez avoir toute une année à parler, à expliquer, mais vous n'allez pas recourir seulement à l'oral en tant que, c'est-à-dire activité langagière, parce que vous pouvez utiliser le langage, c'est pas vous pouvez, hein, mais vous devez utiliser pardon, le langage corporel. Vous pouvez, ou encore les outils numériques aident beaucoup. Les photos, les images, les déplacements, le travail de groupe, en fait, tout est à votre disposition et vous avez toute une année à préparer les élèves à cette nouvelle langue qu'ils connaissent déjà, parce que vous ne savez pas, vous n'êtes pas sans le savoir, hein. C'est-à-dire, c'est vrai, ils vont apprendre pour la première fois, mais ils connaissent la langue. Et au moins, Oui, ils ont beaucoup de mots qu'ils ont déjà dans leur répertoire. Donc, et utiliser. conseil, essayez d'aller doucement avec les élèves. C'est bon, oui. Mhm, d'accord. D'accord, très bien. Donc là, c'est bon, une logique d'apprentissage un peu artificielle parce que je viens de vous montrer, c'est-à-dire dans la langue. Et là, si vous regardez encore une fois l'auteur de ce qu'on a pris ici comme idée, et comme exemple, c'est Philippe Blanchet. Il donne des exemples. Il vous dit dans la rue, vous n'allez pas parler comme ça lorsque vous êtes dans la nature. C'est ça le contraire de artificiel, une langue naturelle. Et même oui, regardez, même oui. lorsque vous utilisez la langue
votre langue, vous parlez à votre mère, à votre collègue dans la rue, vous n'allez pas utiliser ce qu'on appelle les drills et vous allez répéter, vous allez parler comme un ordinateur. C'est ça, c'est ce que je veux dire par artificiel. Éloigné de la Mhm. communication réelle. C'est-à-dire dans la communication réelle, on ne parle pas comme ça. Et Mhm. l'idée, oui, l'oral, L'oral commence à prendre de la place. d'accord. C'est-à-dire on commence à réaliser petit à petit que la langue, en quelque sorte, doit commencer par un apprentissage de l'oral, tout simplement. Bon, il reste une minute. Encore une fois, on va reprendre avec diapo 8, c'est ça. Et on va parler de l'approche communicative juste après cet arrêt. Donc, je vais arrêter, je vais convertir la vidéo qu'on va mettre sur YouTube et on va D'accord. reprendre avec un autre lien. C'est bon. Oui, oui, monsieur. En notre reprise, cette troisième reprise, on ne va pas passer beaucoup de temps. D'ailleurs, il reste seulement trois. Et je vous rappelle que les trois diapos vont parler de choses très, très importantes. Alors, je vais voir de façon courte et on y reviendra longuement avec l'approche communicative et surtout la perspective actionnelle qui l'a suivie historiquement. D'accord. Donc, je vais arrêter et on reprend juste D'accord, 7 monsieur. minutes. D'accord. D'accord.